Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Quantum, le 32e du nom. Et oui, on continue l'actualité quantique et vous allez voir que ça ne s'est pas calmé, c'est même en train de s'accélérer avec un retour à la vie réelle. Le Covid se tassant un peu, on a de plus en plus d'événements et ce n'est pas pour déplaire à notre ami Olivier Ezrati qui est ravi de retrouver des humains et non plus des caméras. Ah oui, Bonjour ça c'est Olivier. clair. C'est clair. Bonjour Fanny. Oui, oui, c'est appréciable, hein. J'ai jamais fait autant d'événements sur le quantique en un mois et demi là. Oui. Ah bon, alors, il y a plusieurs raisons à cela aussi, hein. Il y a ton actualité, on va revenir dessus. Mais, dis donc, tu es à la montagne là? Où est-ce que tu es? Oui, bah, j'étais ces 3 derniers jours à Grenoble. Donc tu vois la vallée de Chartreuse là, Ah! et derrière c'est la presqu'île de Grenoble. C'est là où il y a en gros le triangle des Bermudes du quantique de Grenoble. C'est le Silicon Quantum, de la France, hein, quelque part. Oui, oui, le silicium, pas pour rien, puisque c'est là où il y a la filière des qubits de silicium, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres filières et il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Bon, alors, on va reprendre un petit peu, toute l'actualité, qui a été encore, très prolixe comme toi, hein. Et on va revenir sur les événements passés. Alors, le premier, c'est, tu as fait une visite à l'ENS de Lyon le 21 septembre dernier. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vu Oui, en fait, à je suis en train de l'ENS? commencer à faire une sorte de tour de France des laboratoires de recherche dans le quantique, parce qu'il n'y a pas que Paris et Grenoble et Saclay. Donc, il se trouve que, on en parlera de mots après, j'intervenais au CIDO à Lyon, et donc j'en ai profité pour aller passer une journée à Normal Sup Lyon, où il y a une belle brochette de chercheurs de bon niveau, à commencer par Benjamin Huard, qui est un chercheur qui travaille sur les qubits supraconducteurs, qui travaille sur les électrons, qui travaille sur tout un tas de domaines, et qui travaille aussi avec Alexia Ofev sur la thermodynamique des qubits. Et donc, j'ai rencontré une bonne demi-douzaine de chercheurs du CNRS et un d'INRIA, notamment Audrey Bienfait, qui travaille sur l'usage des spins d'électrons pour faire du quantum sensing. Donc, c'est un domaine qui n'est pas très connu, hein, le quantum sensing. On va y revenir d'ailleurs dans des décodes quantum bientôt. J'ai Mmh. croisé Tommaso Rothschild, qui est un chercheur italien basé là-bas, qui travaille sur la matière topologique. J'ai croisé Pascal De Giovanni, qui est un personnage très intéressant, qui travaille beaucoup sur les électrons. Alors, il m'a expliqué ce qu'il faisait, c'était assez fascinant. Il a travaillé sur la modélisation quantique du fonctionnement des électrons qui traversent un courant électrique, en fait, juste pour du 50 Hz, quoi. Donc, il a modélisé le comportement quantique des électrons dans un contexte comme celui-là, avec des usages pas forcément immédiats, mais qui permettent de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des électrons. J'ai croisé David Carpentier, mais que je n'ai pas eu le temps de voir en détail. Et enfin, j'ai croisé Omar Fauzi, que j'avais déjà vu en juillet à distance, qui est en fait le chercheur d'INRIA, de l'équipe INRIA qui est basée à Lyon et qui est spécialisé en algorithmie et qui est un personnage très sympathique et qui va permettre le développement de l'équipe INRIA dans la région Rhône-Alpes. Donc voilà, c'était une journée intéressante. En fait, on sous-estime le poids que peuvent avoir les régions dans le quantique. Alors, ce n'est pas forcément des équipes énormes, mais il y a quand même quelques dizaines de chercheurs et de doctorants et post-doctorants. Mmh. Et ils ont un laboratoire bien équipé. J'ai vu au moins une bonne demi-douzaine de cryostats. J'ai vu des tests de qubits supra. J'ai vu une architecture d'ailleurs de cryostats qui était assez originale, avec en fait une séparation par étage des différentes briques des cryostats. J'ai aussi vu des machines de contrôle de qubits de Quantum Machines, qui est une startup israélienne dont on a déjà parlé. Donc là, c'était Mmh. très intéressant comme journée. Bon, encore plein de choses, que tu vas vouloir nous raconter, hein. Eh oui, bah, qui va Alors se retrouver on dans va les re prochaines versions de mon livre, mais disons que j'accumule de l'info, je ne l'exploite pas forcément oui, et la immédiatement. prochaine version de ton livre, dans un an, hein? Il Environ, faut ouais. déjà qu'on Ouais, arrive à lire les 800 pages actuelles, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, hein? ouais. Bon. Alors, on va reprendre l'actualité. Tu as aussi, participé à une table ronde sur le thème «Quantique, pour aujourd'hui ou pour demain» au CIDO, qui est à la base, plutôt un salon autour de l'IoT, que tu as animé avec Alexia Ofev et Marc Kaplan ainsi que Marc Porcheron. On a eu tous les 3 dans des décodes quantum, si vous voulez aller Tout à fait. réécouter Ouais. leurs interviews.
Et ça, c'était le 22 septembre, donc le lendemain de l'événement Exactement, précédent. exactement. En fait, c'est le genre de conférence auquel moi-même et puis les intervenants que tu as cités participent assez souvent, où on est invité finalement à expliquer ce que c'est que le quantique à des audiences plutôt du numérique. Et il faut Mhm. savoir que dans le monde de la tech, les audiences classiques du numérique, les start-upers, les entrepreneurs, les développeurs, les informaticiens des entreprises, c'est une audience clé parce que ce sont probablement les premiers utilisateurs concernés par les futurs ordinateurs quantiques et par les algorithmes qui vont avec. En même temps, comme on est dans une période un petit peu de hype, donc avec beaucoup de battage médiatique autour de ça, c'est intéressant de remettre les pendules à l'heure parfois, de dire où on en est. Marc Porcheron, par exemple, présentait un petit peu l'état de l'art en termes d'algorithmes. Alexia, elle, parlait des questions d'énergétique et aussi d'éthique qui étaient importantes. Et Marc expliquait comment les technologies quantiques vont aussi jouer un rôle dans les communications et la sécurité des communications. Donc, en fait, on a essayé dans ce panel de traiter des sujets avec un peu plus d'approfondissement sans forcément revenir sur c'est quoi un qubit, comment ça marche, le truc qu'on a régulièrement dans les conférences. Donc, c'était intéressant. Et alors, effectivement, je remercie Paola Gesson et Stéphanie Gibert qui sont les organisatrices des contenus de cette conférence du CIDO. J'étais déjà intervenu sur l'IA il y a longtemps et qui ont permis cette session qui était en plénière. Donc, c'était sympathique de pouvoir voir du monde dans ce contexte-là. Bon. J'aurai l'occasion le 9 novembre prochain de parler aussi quantique au CIDO à Paris. Et Avec, mélangé on va à parler d'autres domaines scientifiques, d'ailleurs. Oui. Exactement, ce sera plutôt les nouvelles explorations. C'est de l'infiniment petit à l'infiniment loin et on va aller jusqu'au fin fond de l'espace. Alors, on va revenir sur l'autre actu. L'annonce du PEPR, le programme d'équipement prioritaire de recherche quantique, par Frédéric Vidal le 23 septembre à Grenoble. Là aussi, pas mal de choses ont été dites. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire tous les jours entre le 22 septembre et aujourd'hui, hein. Mais il se trouve que ces 3 événements se sont suivis. Non, ça se calme, oui, oui. Le mois de septembre, la dernière semaine de septembre a été très, très Elle chargée. a Alors, été vas-y, bien remplie. Elle dis-nous a été bien remplie. l'annonce du PEPR. C'était Qu'est-ce qu'il y avait important parce que dedans? c'était la première fois qu'un membre du gouvernement prenait la parole depuis l'annonce du président de la République le 21 janvier dernier sur les avancements du plan. Alors peut-être qu'il y a eu Cédrico qui est intervenu au moment d'un partenariat signé avec les Hollandais début septembre. Mais là, c'était une occasion pour la ministre de la Recherche de parler d'un jalon important qui était la mise en place du programme de financement de la recherche fondamentale dans les technoquantiques, qui est un programme de 150 millions, alors qu'il lui-même est découpé en plein de petits morceaux, pas forcément détaillés d'ailleurs dans la prise de parole. Et on pense qu'une partie de ces financements vont arriver dans les organismes de recherche, hein, c'est le CNRS, le CEA et INRIA, sachant qu'il y a une partie de ce financement qui va donner lieu à des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets de l'ANR, et une partie qui va être gérée directement par les organismes de recherche. Et donc, il y avait la ministre qui intervenait à Grenoble, donc c'était intéressant de valoriser aussi l'écosystème de Grenoble, en présence des 3 patrons des grands organismes de recherche, et avec les interventions rebelotes d'Alexia qui était là aussi, Alexia Ofev, qui a représenté le CNRS, Omar Fauzi, le même que tout à l'heure, qui a représenté INRIA, et Silvano De Franceschi, qui lui a représenté le CEA, qui fait partie de l'équipe des qubits de silicium avec Maud Vinet. Et il y avait aussi la présentation du projet entrepreneurial de Nicolas Roch, dont je pense qui est du CNRS aussi, et dont on aura l'occasion de parler plus tard, qui est un projet extrêmement intéressant que je suis en train de creuser en détail, qui fait partie de ce qu'on appelle les technologies habilitantes. C'est-à-dire les technologies qui permettent à des qubits de fonctionner, ou autre chose d'ailleurs de quantique de fonctionner, mais qui ne sont pas forcément elles-mêmes quantiques. En l'occurrence, là, c'est quand même un peu quantique, mais on verra. Voilà, voilà. Bon. Alors, un autre grand, grand moment pour toi, hein, ça a été très, très, comment dire, une gestation, voilà, mais le 27 Que tu as vécu, septembre, que tu as vécu de près. que j'ai vécu, hein, moi j'ai vu toutes les étapes de la grossesse de Oui, c'est ton ça. livre, mais de ton livre en anglais. Alors pourquoi donc en anglais, Olivier, ce coup-ci, Alors après effectivement, des premières versions après françaises? 3 versions en français, j'ai sorti le bouquin en anglais. La raison, c'est que j'ai été encouragé à le faire en anglais par pas mal de personnes. Alors très souvent, j'ai été encouragé par des personnes qui étaient elles-mêmes ou franco-étrangères ou étrangères, qui se disaient que le bouquin dans sa version française méritait d'exister en anglais. Alors, je ne vais pas me dorer la pilule, mais c'est parce qu'en fait, il y a des éléments de ce bouquin qui ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans l'édition anglo-saxonne. Donc, ça méritait peut-être d'exister en anglais. Bon, par ailleurs,
je m'étais dit que ça pouvait aussi servir à bien valoriser ce qui se passe dans la recherche en France et dans une certaine mesure en Europe, vis-à-vis d'un monde disons, qui a tendance à considérer que le quantique, c'est les Chinois et les Américains et que les autres n'existent pas, quoi. Donc, c'est un moyen de rétablir un petit peu d'équilibre de ce point de vue-là. Mais il y a plein d'autres équilibres que j'essaye de traiter dans ce bouquin. Des équilibres aussi sur les technologies couvertes. Je parle aussi du quantum sensing, je parle évidemment des télécoms et de la cryptographie. Je parle beaucoup des technologies habilitantes. C'est un peu mon côté ingénieur généraliste qui transparaît ici. J'aime bien expliquer comment ça marche, hein, y compris la cryogénie. Alors ça, je l'avais déjà fait dans les versions précédentes, mais là, c'est bien approfondi. Et j'ai aussi approfondi la partie logicielle, la partie mathématique, comment marche un qubit, c'est quoi un état mixte, un état pur. Enfin, j'ai été un peu plus loin qu'avant. C'est quoi des photons, d'ailleurs? J'ai amélioré la partie sur les photons. Et voilà, quoi. Bon. Et en plus, maintenant, on peut l'acheter en papier. Oui, donc on peut le commander sur Amazon, une grande première, en 2 tomes par contre, hein, parce que Ouais, parce que ça c'est tenait pas. 836 pages et ça ne tenait pas en un seul volume. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, j'étais sur 800 pages et j'étais obligé de monter le nombre de pages parce qu'en fait, pour l'imprimer, il fallait que je fasse en 2 tomes. Donc, ça rajoute 2 fois la couverture, 2 fois la table des matières. Mais j'ai été obligé aussi de rajouter, disons, de modifier la manière dont je présentais les illustrations. Je me suis rendu compte que les illustrations dans ma mise en page initiale étaient peut-être un peu trop petites, donc j'ai dû les agrandir. Ça a augmenté aussi un petit peu le nombre de pages. Eh ben oui. Et voilà, quoi. Alors, je tiens aussi à remercier les 16 contributeurs relecteurs que j'ai eus. Il y en a qui se sont spécialisés dans des parties bien précises, hein, comme Eleni Diamantier, par exemple, qui a regardé la partie crypto, ou Antoine Brobès, qui a regardé la partie sur les atomes froids, Daniel Estève, qui a regardé la partie sur les supraconducteurs, et d'autres comme Michel Curec, qui est vraiment, ou Elvira Chichenina, qui était un peu à l'origine de ce projet, qui, eux, regardaient un peu le livre en diagonale, vraiment de manière transversale. Donc, effectivement, Bon, c'est je plaide commandable. coupable. Cette année, je n'ai pas eu le temps de relire une seule page. Je vais le faire après. Eh oui, eh oui, oui, oui. Mais enfin, ça, c'était d'une traite, hein. Ouais, d'une traite, facile. Et c'est plus Voilà. dense que le bouquin du Bitcoin, hein. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dense. J'avoue que Voilà. celui-là, j'ai pas eu de problème à le lire, celui sur le En fait, Bitcoin. je me rends compte à quel point c'est difficile de faire la promotion d'un livre en anglais. Parce que Ah, autant, bah oui, autant quand tu es en France et que tu es un petit peu connu dans Landerneau, les bouquins se diffusent assez vite, notamment quand ils sont diffusés gratuitement, comme c'est toujours le cas, hein, le bouquin est toujours téléchargeable gratuitement. Autant quand tu écris en anglais, bah, tu as un lectorat français qui s'amuse un petit peu, d'autant plus que c'est la 4e édition. Et le lectorat international, bah, il faut aller le chercher avec les dents, quoi. Et c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, ça va prendre du temps de le faire connaître à l'étranger, quoi. mais c'est un bouche à oreille, hein. Si tu reprends tes anciens bouquins, tu sais très bien que ça a pris par certains chiffres et puis qu'à la fin, tu avais plein de gens qui t'attendaient et ça a mis plusieurs années. Donc, c'est le Exactement, temps de se faire exactement. connaître. Ouais, ouais, exactement. Et puis, celui-là n'est pas un sujet facile et accessible à tous pour le moment. Ah, ça c'est clair, oui, oui. Euh, Suite de l'actualité, parce que ce n'est pas fini, il y a eu un magnifique hackathon quantique. Et oui, on peut déjà en faire. C'était du 2 au 5 octobre chez Cantonation. C'était organisé par Quantix, entre autres sous l'égide donc de Elvira Chichina, si je ne dis pas de bêtises, hein, Tout à fait, qui oui, oui. s'occupait de l'organisation. Et il y avait plein de belles boîtes, hein, avec des équipes BMW, L'Oréal, Crédit Agricole, et j'en passe. Est-ce que tu peux nous raconter justement, toi, tu es allé les voir, tu as eu le Oui, temps tout à fait. de rencontrer un peu les équipes? C'était un hackathon assez. Alors, c'est pas le premier hackathon quantique en France, hein. Je crois que Cantonation en avait organisé un il y a 2 ans, hein, en 2019 Oui. déjà. C'était autour plutôt de questions de sécurité et de crypto. Là, c'était un hackathon qui était positionné sur le calcul quantique, donc l'algorithmie. Et il est assez original. J'avais jamais vu ça, en fait, sous ce format-là, en tout cas dans le quantique. C'était une première partie du hackathon qui était technique, donc avec des développeurs, enfin développeurs, on va dire plutôt des scientifiques, notamment des normaliens, qui avaient développé des briques de logiciels, en fait, simulation chimique ou autre, ou optimisation. Et en fait, ces équipes techniques avaient pitché leur projet devant des équipes d'entreprises. Et Mhm. ce sont les entreprises qui ont choisi les projets. Et après, il y a eu un deuxième hackathon, qui était un hackathon, on va dire business, mais c'était business ou technique, disons, qui associait les équipes des projets techniques et les équipes des entreprises, comme celles que tu as citées, L'Oréal, BMW, Crédit Agricole, qui ont essayé de faire la paire avec les techos, en gros, pour imaginer un Mhm. business plan d'application quantique. Et après, ils ont pitché le résultat dans un deuxième round.
Et il y a 2 gagnants qui ont été sélectionnés, un pour la partie technique, un pour la partie business. Alors, j'ai oublié qui c'était, je suis un peu embêté. Et c'est Cédrico qui est venu remettre Pas mieux. c'est Cédrico qui est revenu remettre les prix. Moi, j'en ai profité pour D'accord. présenter mon livre. Et hier, on m'a proposé de présenter mon livre à une centaine de personnes. Et ce qui était vraiment très bien dans ce hackathon, c'est qu'il était vraiment européen. L'équipe de BMW, c'était des Oui. Allemands. Ça se comprend, hein. J'ai vu des Hollandais, j'ai vu un Américain, j'ai vu une Anglaise. Je pense qu'il y avait un gros tiers, si ce n'est pas la moitié, des participants qui étaient, on va dire, européens, quoi. Donc, c'était plutôt une belle réussite comme opération. Et ça avait lieu dans l'hôtel particulier de Becbedé, qui est le gars qui finance le fonds Donc Cantonation. Charles Becbédé, Charles Becbedé, voilà, exactement. voilà, qui fait partie des investisseurs de Cantonation. Non, c'est une belle initiative, Alors, en tout cas. Ouais. ouais, c'est bien, ça fait venir du monde et c'est une très bonne chose. J'espère pouvoir y participer l'an prochain. Alors sinon, une belle table ronde aussi à Big, le gros événement organisé par la BPI. C'était le 7 octobre dernier avec Harold Olivier de l'INRIA, Christophe Jurzac aussi de Cantonation, Nicolas Gode de Prévision.io et puis Elvira Chichimina, donc qui travaille chez Quantix et BMW. C'est toi qui as animé cette table ronde. Mhm. Quel en était le sujet du coup? Bah, c'était un sujet qu'on ne traite pas très souvent, qui était le logiciel quantique. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que moi, je ne m'y attendais pas. La salle était pleine. Alors, c'est environ une centaine de personnes. Je me Bah, c'est disais, Big bon, quand même, il y a toujours du monde, hein. ouais, enfin, c'était le matin à 10 heures. Je ne sais pas. Moi, je me disais, bon, j'étais un peu dans les expectatives. Ah, Donc, ouais, ouais, non, mais le retour à la vie réelle, on le sent vraiment. ouais, ouais, on sent que Les les gens ont gens envie veulent de. voir. Voilà. Et il y a de la curiosité pour le sujet. Et donc, on a eu donc, du monde. J'ai fait ma petite enquête auprès des participants pour voir d'où ils venaient. Et c'était un peu des newbies, entre guillemets, des gens du monde du numérique en général, mais qui découvraient le sujet. Et nos intervenants, ils ont bien réussi à vulgariser le sujet pour que l'audience ne soit pas larguée, pour bien expliquer les enjeux, ce qu'on fait avec le logiciel, qui en fait, sous quelle forme, quels sont les modèles économiques aussi des acteurs du Mhm. logiciel dans le quantique. Et donc, c'était pas inintéressant. En tout cas, j'ai eu très bons échos. Et puis, on fournit le lien sur le replay dans le texte qui est associé à notre podcast. Donc, vous allez pouvoir le re-regarder, quoi. Bon. Alors, dans la suite des annonces, celui aussi du plan France 2030 par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée le 12 octobre. Un plan de 30 milliards, c'est Oui, juste ça. Alors, est-ce que c'est beaucoup d'ailleurs, tiens, 30 milliards pour un plan de relance comme ça? j'ai du mal à le situer, mais c'est les ordres de grandeur qu'on a dans les grands plans comme les programmes d'investissement d'avenir, hein, depuis les premiers qui ont été lancés en 2019. Mhm. C'est un plan qui est focalisé sur des thèmes de société, hein. Il y a en gros tout ce qui est l'environnement, l'énergie, l'hydrogène, l'agriculture, la santé et les technologies numériques en général, et notamment celles qui sont transversales à tous ces sujets-là. Et c'est l'une des raisons pour Mm. lesquelles le quantique, et pas seulement le quantique, hein, le cloud, enfin tout un tas de sujets, font partie de ce plan-là. Ce qui veut dire, même Alors, si on c'était n'a un pas peu caché quand même, hein. Claude Quantique, oui, oui, c'était pas oui, oui. annoncé en frontal. Ils sont vraiment englobés dans. C'était pas le truc qui était plus mis en avant, mais bon, quand même. Et par contre, on n'a pas le détail de la partie de ces 30 milliards qui va être allouée au quantique. C'est probablement une petite rallonge par rapport au plan initial lancé au début de l'année. Mais 1,8 quand milliard, même, ouais. il se trouve qu'il y avait 5 personnes qui témoignaient avant le discours du président de la République dans cet événement, dont Maud Vinet. Dont Maud Vinet, Voilà. du Et CEA. donc, alors Maud Vinet, elle n'intervenait pas uniquement parce qu'elle parlait du quantique, parce que c'est son dada, mais elle intervenait parce que c'était là, elle était mise en avant comme étant la personne qui incarnait en fait l'ingénieur, la chercheuse, potentiellement entrepreneuse, avec d'autres personnes qui étaient le patron d'une grosse boîte, FIV, qui est une boîte industrielle. Il y avait un investisseur, il y avait un étudiant, je crois, une cinquième personne, j'ai oublié qui c'était. Donc, elle incarnait plus généralement la figure de l'ingénieur et du chercheur qui fait avancer la science. Et donc, elle a eu l'occasion de Mhm. pitcher devant le président, avec qui elle avait dîné la semaine d'avant d'ailleurs, son projet de qubit silicium. Donc, c'était une belle mise en avant néanmoins du calcul quantique. Alors, la télé n'a pas forcément diffusé ce truc-là, mais en tout cas, ça a été vu des 150 personnes qui étaient dans la salle, qui sont des personnalités, des VIP, comme on dit dans la tech. Donc, c'était bien, c'était bien. Cette mise en avant Les gens était qui ont. intéressante. Bon. Et puis, alors encore un autre événement.
la journée quantique minalogique le 14 octobre, hein, une journée sponsorisée par Atos avec des interventions de Philippe Buic, Xavier Vigouroux et Sabine Caravelle. Tu avais aussi une keynote un petit peu originale sur les avancées dans les calculs quantiques des 12 derniers mois. Et puis, on y retrouvait encore des gens comme Marc Porcheron ou sur le sujet de la chimie, Jérôme Bicard de Solvay. Euh, tu Bah, veux c'était un détailler bel un peu? événement. C'était un bel événement. Il a été diffusé en ligne, hein. Il Je y a du pense qu'on monde. aura. Ouais, il y a du beau monde. Eh ben, il y aura un replay, hein. Ça fait partie des événements qui vivent par le replay, en fait, hein, maintenant plus que par Mm. l'événement lui-même. Euh, C'était intéressant. Bon, c'est intéressant parce que j'y intervenais dedans, donc je ne vais pas dire que c'était nul, mais bon, j'ai fait un keynote qui était relativement original parce que je traitais des avancées sur effectivement 12 mois de calcul quantique. Il y avait 3 sessions relativement classiques, mais quand même intéressantes sur les applications du calcul quantique. Il y avait aussi une session intéressante avec des représentants de Air Liquide, de Teledyne et de Radial, qui sont 3 sociétés qui sont présentes dans la région de Grenoble, sur ce qu'on appelle les techno-habilitantes, donc dans la cryogénie, Mhm. dans la connectique, ainsi que dans les composants électroniques qui servent à piloter les qubits. Donc ça, c'était assez original. Et puis, il y avait un point sur la formation. C'est un sujet extrêmement important dans le calcul quantique. On sait qu'on va des enjeux très importants de formation on va dire, du monde du numérique, et aussi bien des formations initiales et des formations continues. Et ça, c'était présenté par Nacho Echnim, qui est du LIG, donc le laboratoire d'informatique de Grenoble, qui est associé à l'ENSIMAG, et de Franck Balestro, que je connais très bien, qui est à cheval entre l'Université de Grenoble-Alpes, UGA, et l'Institut Néel du CNRS. Et donc, ils ont présenté les initiatives locales qui sont assez synchrones d'ailleurs avec d'autres initiatives qui ont lieu à droite à gauche, comme à Saclay avec le programme Artec. Le grand souci, c'est comment on met en place des formations, notamment continues. Il y avait aussi Neil Abrou, le coordinateur du plan quantique, qui intervenait en gros, en session de questions-réponses pour faire le point sur le plan quantique. Et une session qui était animée par Anna Mingouzi, que j'ai découvert à cette occasion-là, qui est une directrice de recherche au CNRS à l'Institut Néel. Et puis enfin, il y avait un point sur les écosystèmes régionaux, et ça m'a permis de découvrir à la fois des gens que je connaissais déjà, comme Alexia Ofev de Grenoble et Lynn Diamanti, qui représentait Paris, mais aussi Philippe Bouillet de Bordeaux, et une représentante aussi de l'écosystème de l'Occitanie. Donc, ça permettait d'avoir une vision assez transversale des écosystèmes scientifiques régionaux dans le domaine du quantique. Donc, c'était sympa comme événement. Donc, bientôt, rendez-vous Bon. dans les replays sur YouTube. Ouais, on essaiera de vous remettre tous les liens. Alors, on va aller de l'autre côté de la planète, parce que vous avez vu que tous ces événements se passaient en France quand même. C'était une actu très dense, hein, juste sur notre territoire. Mais il se passe aussi des choses aux États-Unis, dont une conférence à l'Université de Maryland les 12 et 13 octobre sur l'investissement dans les startups quantiques. Justement, cet écosystème des startups, comment il se développe par rapport à chez nous et par rapport aux États-Unis? Ils sont plus actifs, il y en a beaucoup Bah, dans le plus. monde, ouais, dans le monde, il se développe bien, puisque les dernières études présentées à cette occasion-là montraient qu'il y avait de 4 à 5 milliards de dollars qui avaient été investis live to date, hein, dans les startups du quantique. Alors évidemment, on a remarqué principalement les grosses levées de fonds de Psyquantum, de IonQ, récemment Rigetti qui vient Vous d'annoncer un en avez SPAC. parlé, ouais. Mais SPAC, c'est nouveau, hein. Le SPAC de Rigetti a été annoncé la semaine dernière ou celle d'avant. Ça bouge beaucoup. Et on est en plein dans le hype, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui se créent, il y a des financements en veux-tu, en voilà, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et c'est marrant de voir qu'il y a une conférence dédiée à ce truc-là qui a duré 2 jours quand même. J'ai commencé à regarder un bout, je n'ai pas pu tout voir. Il y avait un certain Robert Koenig, qui était un analyste allemand, qui faisait un point de toute la data associée aux investissements. Euh, Bon, c'est intéressant de voir comment c'est pris et comment c'est présenté. C'est un petit peu enjolivé la manière dont c'est présenté, mais c'est marrant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça avait lieu à l'Université de Maryland, qui vient de Mmh. créer un laboratoire commun avec IonQ, qui est en fait une spin-off de cette université. IonQ, c'est le leader mondial en gros des qubits à ions piégés, qui a levé plus de 650 millions. Donc, en fait, ils se sont réassociés à l'université dont ils sont issus pour créer un laboratoire conjoint. C'est original comme structure. Et il y a aussi un accélérateur de start-up qui est créé à l'occasion. Et donc, en gros, c'est un écosystème qui se structure de manière assez solide. Il y a un autre écosystème du même genre qui est développé aux États-Unis, à Chicago, dans un truc qui s'appelle Chicago Quantum Exchange. Voilà, Mmh. il y a pas, enfin, les initiatives qu'on a avec Grenoble, Saclay, Paris,
ou même en Angleterre où il y en a beaucoup, elles se reproduisent dans d'autres pays qui essayent de structurer leurs écosystèmes à l'échelle régionale. Bon, ben écoute, c'est bien. On a fait le tour enfin des événements passés. On va passer aux événements à venir. Et vous allez voir qu'il y en a encore. Donc, j'espère que vous êtes prêts, soit pour aller faire une pause sur votre podcast, soit pour réenchaîner sur une bonne demi-heure avec notre ami Olivier. Non, j'espère pas une demi-heure, mais on en a pas mal. Alors, une conférence aux États-Unis avec les vendors du quantum computing. Ce sera les 17 et 22 octobre. Et on devrait y retrouver Pascal et XBlue, Mukans, qui interviennent. Olivier? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, tu Alors nous ça, détailles c'est... un petit peu. Ouais, alors C'est ça dure, qu'est-ce que c'est? ça dure 5 jours. Hein, c'est une conférence qui a l'air assez imposante. Hein. Un gros truc. Alors, ça fait partie de cette catégorie de conférences que les physiciens n'aiment pas trop. C'est des conférences où il n'y a que des fournisseurs. Donc, tu vois, c'est une Ouais. conférence où il y a les vendors, ce qu'on appelle les vendors. Donc, tu vas retrouver du IBM, du IonQ, du Colcanta, et des Français comme Pascal et XBlue. XBlue, c'est la société qui a racheté Mukans de Bordeaux, Mhm. qui fait de la photonique et des atomes froids. Et donc, en fait, c'est un défilé, d'après ce que j'ai vu dans l'agenda, de tous ces gens-là, mais quand même avec des présentations techniques. Hein. C'est pas du marketing. Mais c'est vrai que c'est des conférences très typées où il y a des sponsors. Alors, c'est l'I3E qui l'organise, qui est quand même un organisme de normalisation qui est assez prestigieux. Donc, je suis impatient de voir les vidéos si elles sont accessibles ou les présentations si elles sont accessibles. Il y a notamment des startups de technologie militante comme SEQ, SEQC qui interviennent. Ça permet de faire quand même la moisson, la pêche aux informations. Il faut juste prendre le temps d'aller regarder ou de trouver le moyen de récupérer les contenus. Quoi. Voilà. Je pense que ça fait bien au moins 5 fois que tu dis techno-habilitante dans ce podcast. C'est vraiment Oui, le oui. mot Ah à la bah, mode de la semaine. c'est un mot à la mode depuis longtemps. Hein. Il était dans le rapport Forteza. Hein. Donc, c'est un Non, mot mais qui est c'est marrant important. comment là, il revient Oui, oui, systématiquement. oui. C'est intéressant. D'abord, j'ai un tropisme personnel, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est normal que je le cite. Mais c'est un sujet très important. Parce qu'en fait, les techno-habilitantes, elles ont ceci d'intéressant qu'elles permettent aux technologies quantiques de se développer, mais en même temps, elles peuvent permettre de développer d'autres technologies et d'autres formes d'usage. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, pour piloter des qubits, on a besoin d'électronique basse consommation, Mhm. notamment l'électronique qu'on met dans les cryostats à basse température. Cette électronique basse consommation, c'est probablement la seule voie possible pour faire du scalable quantum computing. C'est ce qui permettra d'avoir beaucoup de qubits dans les cryostats, pour les qubits supraconducteurs et silicium notamment. Et il se trouve que ces technologies d'électronique basse consommation pourront servir indépendamment du calcul quantique. Donc, leur développement va peut-être être accéléré par le calcul quantique, mais alors, il aura des usages hors du calcul quantique. Donc, c'est un bon exemple de complémentarité technologique. Et c'est même, par certains côtés, le plan B du quantique. Si jamais le quantique ne marche pas, il y aura au moins ça qui marchera. Donc, par Il y certains aura au moins côtés, des choses qui vont en sortir. voilà, il y aura des retombées technologiques pas inintéressantes. Voilà. Bon. Alors, on continue avec un colloque Foundation of Physics à l'ENS. On revient à Paris du 28 au 30 octobre. C'est soutenu par CIRTEC et il comprendra une importante partie consacrée à l'information quantique. Est-ce que tu peux nous détailler le programme? Non, enfin, si, oui ou non, mais Non? Ah, non, si, si, bon, on c'est, mettra le lien alors. non, mais on met le lien, mais c'est une conférence qui associe ce qu'on appelle les quantum physics, les fondations, c'est vraiment les questions philosophiques liées à qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la réalité, etc. Mais il se trouve qu'ils Mhm. vont traiter aussi de l'information quantique, donc ça se recoupe avec l'informatique quantique. Donc c'est une conférence vraiment de physiciens et qui permettra de faire des choses intéressantes de ce point de vue-là. Bon. On poursuit aussi avec une série de webinaires sur les applications industrielles du calcul quantique organisés par le projet européen. Alors, oula, c'est difficile à dire, hein, le NEASC QC, hein, tu dirais ça comme ça, toi? Moi, j'aurais C'est tendance à piloté dire par Atos. ni Ask, ou je sais pas. Ouais, NIASC. faudrait demander à Non, mais Cyril il y a un Alouche ou à C à Philippe la fin. Gueluc Il y a un A, comment ça se prononce. Ouais. voilà, donc c'est NEASQC. C'est piloté par Atos. Ça couvre par exemple le machine learning, les applications dans la finance, l'énergie, la chimie et l'IA. Est-ce qu'on a des dates d'ailleurs pour cet événement? C'est une bonne question. Je sais que c'est très C'est bientôt. bientôt. Non, en fait, c'est pas. Enfin, oui et non. C'est pas un événement au sens un événement physique. C'est des séries de webinaires. Donc, je pense que c'est des Oui, ça webinaires va qui sont commencer à être diffusé préenregistrés. bientôt. C'est une série de webinaires qui est consommable à la demande. Donc, ça fait partie des efforts de l'industrie
pour éduquer le marché, notamment sur les algorithmes classés par domaine applicatif. Alors, le projet NEASC, en fait, c'est un projet qui a été en gros lancé par Atos, qui est un projet européen du flagship européen. Tu sais, ce grand programme lancé initialement en Mhm. octobre 2018, qui intègre notamment le projet QLSI sur les qubits de silicium, des projets dans les atomes froids, des projets dans tout un tas de domaines. Et finalement, c'est le premier projet intégré logiciel du flagship européen, qui au départ était un projet de physique. Tous les projets du flagship qui Mhm. étaient lancés en 2018, c'est que de la physique et plutôt de la recherche, quoi. Et là, on a finalement un flagship financé par des deniers publics européens qui va couvrir les domaines applicatifs. Donc, c'est bien, ça complète le reste, quoi. C'est intéressant, quoi. C'est une bonne initiative, quoi. Bon. Et puis, allez, un dernier événement, et après, on passera à l'actualité scientifique et entrepreneuriale. La journée du GDR-ICFA, groupement de recherche du CNRS, à Normal-Sup Lyon, les 3, 4 et 5 novembre. Tu vas y aller. Oui, oui. Tu comptes y découvrir quoi? Ça va être le troisième auquel je vais participer. J'étais en 2019 et 2020. Bah, en fait, alors, le GDR, c'est ce qu'on appelle un groupement de recherche et il couvre les technologies quantiques. Il y en a plusieurs sur les techno-quantiques, mais en gros, il couvre la physique et l'information quantique. Et bah, on y trouve en fait à la fois des interventions de chercheurs français, mais aussi européens et étrangers. Donc, ça permet en fait de faire le tour d'horizon des nouveautés. Il y a ce qu'on appelle une curation qui est faite pour chercher les meilleurs chercheurs. Je crois qu'il y a une intervention d'Yordanis Kerenidis qui est prévue sur le quantum machine learning. Et c'est un moment intéressant parce que ça permet de rencontrer les chercheurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas donc dans le domaine des techno-quantiques. Et donc, ça a lieu à Normal-Sup Lyon que j'ai visité donc, il y a 3 semaines. Donc, voilà. Donc, c'est encore un moyen de rencontrer du monde. En fait, il faut passer beaucoup de temps avec les chercheurs dans ce domaine-là. J'en ai vu pas mal à Grenoble là, quand j'y étais. Ça, je te Euh, l'avais dit dès le début, hein, oui, oui, tu m'avais bien convaincu. Et là, c'est clair que maintenant, d'aller les rencontrer. et c'est intéressant parce que ça permet de faire du fact-checking de pas mal de sujets. Je ne vais pas citer tous ceux que j'ai vus Non, mercredi, jeudi, s'il te vendredi, plaît. mais ça a permis de rechecker plein de trucs sur les qubits, sur les annonces des fournisseurs, sur les annonces des uns et des autres. Et donc, c'est vraiment très, très important de faire le pont entre la recherche, en gros, et les technologies et l'industrie, quoi. Bon. Allez, actualité scientifique et entrepreneuriale. Alors, on a un papier de Nicolas Sangoire et Élie Gouzien du CEA sur la manière de réduire le nombre de qubits pour résoudre l'algorithme de Shor. Ça va intéresser certains. Passer de 20 millions de qubits à 14 000 qubits. Quel est donc ce miracle? C'est un papier que j'aime bien citer parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Il a été repris par la presse en France. J'imagine. Je l'ai vu. Alors, souvent avec des titres un peu tonitruants du genre oui, les banques sont 1000 fois plus menacées par le calcul quantique au niveau de leur sécurité. Donc, tout de suite, tu dis ouh, il va se passer quelque chose, quoi. Alors, évidemment, quand tu regardes le truc en détail, c'est pas tout à fait ça. Et alors, ça doit être des chercheurs français. Je me gêne pas pour dire que ce papier, il est intéressant d'un point de vue théorique, mais il faut quand même le regarder avec un peu de recul. En fait, effectivement, Mhm. c'est un papier qui permet de dire on va casser des clés RSA de 2048 bits avec un peu moins de 14 000 qubits, au lieu des 20 millions qui correspondaient au record précédent qui avait été formalisé par un article de Google de mai ou juin 2019. Donc, ça semble être un Mhm. progrès absolument dingue. En fait, quand on regarde dans le détail, bah, ce n'est pas simple à mettre en œuvre parce que ça nécessite d'avoir l'équivalent de 40 millions de qubits de mémoire à côté des 13 000 et quelques qubits de calcul. Et la technologie qui est évoquée dans le papier qui permettrait de mettre en œuvre ces 40 millions de qubits, elle existe à peine. C'est-à-dire qu'elle existe sur un qubit. Elle a été faite en prototype en 2012 avec des cristaux de terre rares qui interagissent avec une cavité et du spin. Enfin, en gros, on Non, remplace mais un ouais, truc. ce qu'il y a d'intéressant, pour synthétiser le Ouais. truc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire que l'algorithme de Shor, il y a peu de temps, on se disait ça va être avec un nombre de millions de qubits, c'est tellement lourd qu'avant qu'on le fasse tourner, les poules auront des dents. Que là, on réduit quand même à un truc qui a l'air quand même beaucoup plus près, mais finalement, on n'a pas encore les bonnes technos. Donc, c'est Non, mais ça déplace voilà. le problème. Ça déplace le problème. C'est-à-dire que si tu remplaces 20 millions de qubits de calcul par 40 millions de qubits de mémoire, sachant que les qubits de mémoire existent encore moins que les qubits de calcul. Donc, en fait, tu T'avais pas déplaces le besoin par problème. contre, tu n'avais pas besoin de qubits mémoire pour les 20 millions de qubits Non, précédemment, ça non. veut dire. Et ça OK. remplace aussi un temps de calcul qui durait 8 heures, un temps de calcul qui dure 177 jours. Donc, voilà, c'est pas évident que ce soit plus Ouais, mieux, donc quoi.
Oui, voilà, c'est comme d'aller un point A à un point B, mais il y en a un, tu passais par l'autoroute avec une Dodoche et l'autre, tu vas prendre une départementale avec une Ferrari. Donc, de toute façon, tu vas mettre autant Ouais, de ouais. temps. Mais C'est un peu ceci ça? étant, On peut dire ça? c'est une bonne image, mais ceci étant, ça illustre le besoin dans les technologies quantiques de faire du raisonnement un peu latéral. C'est-à-dire que quand tu as un problème compliqué, il faut peut-être prendre des chemins de traverse pour le résoudre. Hmm. Ça m'a donné l'impression que ce chemin de traverse était quand même beaucoup plus compliqué que le chemin initial. Ça aurait été plus sympa que ce soit un chemin Non, mais plus c'est abordable, mais intéressant bon. comme c'est intéressant comme méthodologie de se dire qu'en effet, des fois, la voie la plus simple n'est pas la meilleure et que des fois, en effet, il faut être créatif pour justement contourner, avoir des petites… et que des fois, ça fait gagner du temps. C'est comme avec Waze. Des fois, Bah là, ça ce n'est pas le marche, des cas. fois, ça marche Là, tu ne pas. gagnes pas de temps. Par contre, ça ne Bon. fait que renforcer. Non, mais tu passes de 8 jours à 177 jours. Tu ne gagnes pas de temps sur le calcul lui-même. Par contre, ça renforce un point qui, lui, est pas assez souvent évoqué dans les technologies quantiques. C'est qu'on a vraiment besoin qu'il y ait des chercheurs qui travaillent peut-être plus qu'aujourd'hui, avec peut-être plus de moyens sur la mémoire quantique. La mémoire quantique, qui d'ailleurs existe sous plusieurs formes. Il y a plein de techniques différentes pour gérer de la mémoire quantique. C'est une technologie qui est indispensable pour quasiment la moitié des algorithmes quantiques aujourd'hui. Le quantum Mhm. machine learning, certains algorithmes à base d'Oracle, comme l'algorithme de Grover, qui est un algorithme de recherche, ça nécessite de la mémoire quantique. Et cette mémoire n'existe pas aujourd'hui, au sens il n'y a personne qui a réussi à la commercialiser, à la mettre au point. Et ça n'existe qu'à toute petite échelle en laboratoire et de manière très fragile. Donc, ça renforce le besoin d'en faire, en fait. Ça renforce le besoin de la mettre au point. Alors, peut-être pas dans ces conditions-là avec 40 millions de qubits, mais si déjà on arrive à avoir quelques dizaines de qubits en mémoire pour accompagner les qubits de calcul qu'on a aujourd'hui, ce sera un énorme progrès. Voilà. Bon. Allez, on avance parce que ça blablate et c'est hyper passionnant, mais on a encore pas mal de petites choses à voir. L'annonce de D-Wave qui va faire du gate-based computing. Alors ça, est-ce que c'est un game changer, Olivier? C'est quand même nouveau chez eux. C'est très intriguant. C'est très intriguant. Ça date d'il y a quelques jours. Ils ont annoncé plusieurs choses. C'est une sorte de roadmap. Hein. Donc, ils ont annoncé à la fois qu'ils allaient améliorer leurs qubits existants. Donc, aujourd'hui, la meilleure techno qu'ils ont, c'est 5000 qubits dans un processeur qui s'appelle Pegasus, qui a été annoncé il y a un an, en fait, Mm. dans un ordinateur qui s'appelle Advantage. Advantage, ce n'est pas un nom choisi au hasard, hein, parce que ça sous-entend que ça permet d'atteindre un avantage quantique, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient, d'ici quelques années, de manière assez imprécise d'ailleurs, passer à 7000 qubits et surtout qu'ils allaient améliorer ce qu'on appelle la connectivité. La connectivité, c'est le nombre de qubits auxquels chaque qubit est connecté. Et donc, ils vont passer d'une connectivité de l'ordre de 16 qubits à 25. Ça n'a pas l'air très important, mais ça peut peut-être être important. Ça peut être utile dans certains algorithmes. Mais l'annonce la plus étonnante, je dirais, c'est qu'ils annoncent qu'ils vont faire du gate-based computing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont passer de ce qu'on appelle le quantum annealing, qui est un modèle de résolution de problèmes qui passe par la création, on va dire, d'une sorte de réseau de neurones de qubits qui sont reliés entre eux avec des poids et qui permet de rechercher un minimum énergétique avec la résolution de ce qu'on appelle des algos d'easing model. Donc ça, c'est un modèle de programmation qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on définit les poids qui relient les qubits, on demande au système de trouver son minimum, et une fois qu'il a trouvé son minimum, on mesure l'état des qubits pour savoir dans quelle orientation les qubits, entre 0 et 1, ils doivent être pour trouver ce minimum énergétique. Mais ce n'est pas une programmation Mm. étape par étape, où on dit étape 1, étape 2, avec des portes quantiques, comme dans un programme à base de portes quantiques. Et là, ils disent, bah, on va gérer des portes quantiques, comme IBM, comme Google, comme tous les autres acteurs qui font du gate-based. Sauf que là, on a une énorme interrogation, c'est que pour faire du gate-based computing, il faut changer une partie de leur architecture de processeur. Il faut notamment envoyer des micro-ondes sur les qubits. C'est très compliqué, surtout quand tu as 7000 qubits. Et donc, tout le monde est très curieux de savoir comment ils vont faire, y compris les spécialistes du domaine que j'ai rencontrés récemment. Donc, on attend une conférence qui, je crois, a lieu le 23 octobre, où ils sont censés donner un peu plus de détails sur leur architecture. Donc là, on est vraiment, vraiment dans l'expectative. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai du mal à positionner ça entre le bluff, le hype et un truc sérieux, quoi. Je ne sais pas Tu vas encore. bientôt savoir. Un peu Et de je patience. vais les pister, cela, pour savoir ce qu'il en est. Mais bien, Ouais. bien évidemment. Allez, une annonce chez Orca d'un ordinateur quantique photonique, mais avec des caractéristiques pas précisées. Bon, il faut Bah, qu'on attende c'est-à-dire que l'annonce, voilà, on n'en Olivier. sait rien. Alors, si, Orca, ils étaient intervenus d'ailleurs au Lab Quantique l'année dernière, je crois. Ouais. Orca, c'est une des technologies de qubits photon avec des semi-conducteurs. Ils ont une architecture qui est censée être scalable. Mais
ils m'embêtent parce qu'ils ont fait exactement comme OCQ en juillet. Ils annoncent un truc, mais ils ne donnent pas de caractéristiques. Donc, la presse anglaise dit, ça y est, on a le meilleur ordinateur du monde. Il est miniaturisé, il tient sur un seul rack, un peu comme ceux de Candela. Super, Ouais. mais ils ne donnent pas les caractéristiques. On ne sait pas combien de qubits, on ne sait pas ce que ça fait. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, voilà, Bon, donc donc c'est j'attends d'en encore un savoir peu plus. d'effet d'annonce, on Oui, oui, attend. j'attends d'en savoir plus. Oui. Une autre info intéressante aussi, l'introduction d'IonQ au Nasdaq via son SPAC. Ça fait beaucoup de hacks. Et ça fait beaucoup d'acronymes, hein, tout ça. Hein, oui. Ah bah Bah, oui. c'est une annonce qui a eu lieu à peine quelques jours avant l'introduction en bourse d'OVH, qui a dû t'occuper un peu, hein, de loin peut-être. Mais d'ailleurs, Un petit peu, ouais, un petit peu, c'est c'est intéressant. voisins, c'est des montants qui ne sont pas éloignés. Donc, effectivement, IonQ a été introduit au Nasdaq via un véhicule de financement qu'on appelle un SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Donc, en fait, le principe, c'est que tu as un fonds d'investissement qui est créé et qui ne contient qu'une seule participation, qui est la boîte en question, IonQ, et c'est le fonds qui est introduit en bourse, mais pas la boîte. Donc, ça permet de D'accord. lever de l'argent de manière classique, mais de contourner les obligations réglementaires, notamment de publication de compte rendu De d'activité. transparence, quoi. Donc, en gros, le SPAC, tous les 3 mois, il doit donner des éléments assez simples sur la valorisation de sa boîte, mais probablement, j'imagine, moins d'éléments détaillés sur les activités de la société qui est dans le portefeuille. Et c'est la première fois qu'une entreprise du quantique a été introduite au Nasdaq. Donc, c'est un symbole assez important. Ouais, ça montre que ça continue à évoluer. Ceci disant, à IonQ, ils font beaucoup de promesses. J'attends de voir les résultats. Mais c'est avec Psyquantum, la société quantique qui est la mieux financée par des fonds privés aujourd'hui dans le monde. Mm. Bon, et on continue du coup avec les levées, hein, avec QCware qui lève 25 millions de dollars. C'est pas rien. C'est pas mal parce que c'est une boîte de soft. IonQ qu'on a cité avant ou Psyquantum, c'est des boîtes de hard. Donc, quand tu as une boîte de soft qui lève quelques dizaines de millions de dollars, c'est plutôt un signe intéressant. Bon, et QCware, c'est une des boîtes du logiciel quantique qui est la plus ancienne. C'est là, d'ailleurs, où travaille Yordanis Kerenidis. Il développe des logiciels, notamment dans le quantum machine learning, dans l'optimisation. Il développe aussi des briques de middleware, on pourrait dire, des briques intermédiaires. Bon, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui pensent que le logiciel quantique a d'avenir. Donc, c'est bien. C'est un bon signe. Et puis, dernière actu, et oui, ça va enfin se terminer ce long podcast d'actualité quantique avec un partenariat de l'Université de Singapour et Thales dans les capteurs quantiques. Bah oui, on n'en parle pas assez souvent, mais les capteurs quantiques jouent un rôle important dans les technos quantiques. C'est un domaine important. Pour l'instant, les analystes, ils ont tendance à considérer que c'est un petit marché par rapport au calcul. Mais enfin, en pratique, je pense que dans les 3 à 4 ans qui viennent, ça sera peut-être le plus gros marché. Et Thales, dont on a déjà parlé il y a quelques temps, l'année dernière, on avait reçu Daniel Dolphy dans Décode Quantum, qui est de TRT, donc les labos de Thales qui sont à Palaiseau. Thales s'associe avec l'Université de Singapour, NUS, pour développer notamment des capteurs quantiques. Et ça, je crois qu'ils s'intéressent aussi à des questions de cryptographie quantique. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que les entreprises françaises comme Thales sont amenées aussi à bâtir des partenariats de recherche avec d'autres laboratoires que les laboratoires français. Alors, il y en a qui pourraient peut-être s'en offusquer, mais je pense que c'est utile d'avoir une approche internationale pour développer les technologies. Ça n'empêche pas que Thales est aussi partenaire de plein de laboratoires en France, notamment sur le plateau de Saclay. Donc voilà, ça fait partie des stratégies internationales de nos acteurs industriels, au même titre que Atos travaille avec IQM, avec les Allemands, et que nos startups qu'on connaît bien comme Pascal vont vendre à l'étranger et ont des partenariats avec des éditeurs de logiciels comme Parity QC en Autriche. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des partenariats internationaux et Singapour fait partie je dirais des pivots, en tout cas en Asie, avec une concentration très forte de ressources quantiques, notamment liées au centre de recherche quantique CQT qui a été créé il y a près de 14 ans. Bon, eh ben, écoute, merci Olivier. Je crois que ça y est, on a fait le tour de toute notre actualité. C'était donc un mois de septembre et un début d'octobre très, très bien rempli. On revient dans quelques semaines pour la suite de l'actualité quantique. Vous allez encore nous retrouver. Et puis, vous allez bientôt retrouver aussi les décodes quantum. Ça redémarre avec un épisode très bientôt avec Frédéric Grossan à retrouver sur French Web. À très vite. Salut Olivier. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Au revoir.